La suite de cette édition spéciale sur CNews et sur Europe 1, en ligne avec Andrei Sondziadik. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous en direct. Vous êtes étudiant en droit en France et vous avez quitté ce matin la France direction l'Ukraine pour un convoi humanitaire, c'est ça? Bonjour à tous. Non, je n'ai pas quitté la France. C'est mes deux meilleurs amis qui partent ce soir pour l'Ukraine pour rejoindre l'armée ukrainienne. Et moi, je leur ai aidé à collecter tout ce qu'ils ont besoin sur le front. Quel âge ont vos amis justement qui partent sur le front ukrainien? 22 et 23 ans. 22 et 23 ans et justement ils étaient résidents en France, ils travaillaient en France? Ils étaient des soldats de l'armée ukrainienne avant, entre 2016 et 2018. Puis ils sont venus en France. Ils ont organisé la vie stable. Ils travaillaient ici, mais dès que la guerre a commencé, ils ne peuvent pas rester ici. C'est pour ça que ils ont pris cette décision de laisser toute leur vie normale ici et de repartir au plus vite en Ukraine. Ils étaient déjà sur le front, effectivement, il y a quelques mois et quelques années, vous l'avez répété, Andrei. Est-ce que la décision était difficile, justement, à prendre pour retourner sur le front alors qu'ils avaient une vie installée en France? C'est plutôt plus difficile pour leur famille parce que eux, ils n'avaient aucune seconde d'hésitation dès les premiers bombardements. Le 24 février, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que on organise le voyage pour repartir en armée ukrainienne. Andrei, est-ce que Vladimir Poutine a sous-estimé justement cette résistance ukrainienne dont on parle beaucoup? Sûrement, ce que je voulais aussi dire, c'est que cette guerre qui devait normalement, selon Poutine, nous détruire et nous rendre plus faibles, elle nous a rendus beaucoup plus forts. Le peuple ukrainien, il n'a jamais été aussi unifié et ensemble comme en ce moment-là. Toutes les diasporas du monde ukrainien sont mobilisées, chacun fait ce qu'il peut. Et par exemple, l'exemple de mes deux amis, ils ont décidé juste de repartir pour rejoindre l'armée ukrainienne. Normalement, on ne planifiait même pas toutes les collectes, etc. On a commencé par collecter parmi nos amis, mais en 12 jours, on a collecté 12 000 euros et tout le bus dans lequel je suis actuellement. Et ils vont repartir avec ce bus directement à l'est de l'Ukraine. Il y a quoi dans ce bus, André? Vous avez collecté, vous l'avez dit, 12 000 euros en l'espace de quelques jours grâce à la générosité de ces donateurs. Il y a aussi bien des vivres, effectivement, pour faire tout le chemin jusqu'au front en Ukraine, mais Oui. aussi des gilets pare-balles, des munitions. On a collecté beaucoup de médicaments, des produits d'hygiène, euh, tout ce que les soldats ont besoin, aussi les produits pour les bébés, pour les enfants. Et la collecte d'argent, elle a été généralement planifiée pour acheter des gilets pare-balles, puisqu'il nous manque beaucoup actuellement en Ukraine. Comment vous vous informez sur un plan stratégique et justement comment vos amis, sans peut-être me donner tous les détails, vont rejoindre le front en Ukraine? Excuse-moi, est-ce que vous pouvez répéter parce que Comment ça je se n'ai pas passe sur entendu. un plan stratégique? Comment vous faites pour vous informer? Est-ce que c'est via des boucles, je sais pas, de messagerie cryptée, Telegram? Comment vos amis vont faire pour justement passer en Ukraine pour aller sur le front? Ils ont contacté immédiatement leur commandant qu'ils avaient lors des années précédentes et leur brigade. Et c'est eux qui vont lui dire sur quelle ville aller et où ils vont venir. Andrei, où se trouve votre famille et comment se porte-t-elle? Mes parents et mes grands-parents, ils sont avec moi à Paris, mais j'ai une famille assez proche à Kiev. Ce sont mes tantes, mes oncles et mon filleul de 12 ans et demi. Et depuis 4 nuits, ils se cachent dans le cave de leur maison, puisque chaque nuit, il y a des bombardements à Kiev et ils entendent les bruits, ils entendent les bombardements. Donc, c'est très frustrant de voir ces photos, de voir ces photos où un bébé se cache dans le cave avec ses parents juste pour sauver la vie. Et c'est juste un exemple de ma famille, mais des millions de familles ukrainiennes sont actuellement dans cette situation et c'est catastrophique
puisque c'est une catastrophe, puisque ces souvenirs, ils vont pour toujours se marquer dans la mémoire de ces enfants, de ces bébés, de ces jeunes enfants. Et c'est tous ces gens, ils seront impactés. Donc, c'est vraiment un problème global. Dernière question, André. Roman et André, je crois qu'on peut dire leur prénom, ont décidé, c'est vos meilleurs amis, ont décidé de repartir sur le front. Vous avez essayé de les dissuader. Quels ont été les mots qu'ils vous ont dit? Moi, j'étais, je crois, le seul qui n'a pas essayé de leur dissuader, puisque comme je le connais depuis quelques années, je sais que ça n'a aucun sens. Bien sûr qu'ils ont peur, mais ils ne le montrent pas. Comme ils m'ont dit, c'est notre pays et c'est le moment, c'est soit on gagne et on sauve l'Ukraine pour nos enfants, sinon... Merci beaucoup. Le contraire. Merci infiniment. Merci d'avoir pris le temps, André. André Sondzialik, ukrainien, étudiant en droit en France, qui a donc pris la route effectivement pour accompagner notamment ses deux meilleurs amis qui vont retourner sur le front en Ukraine. C'est peut-être ce qu'a sous-estimé Pierre Lelouch, un certain Vladimir Poutine, des Français, enfin des Ukrainiens qui vivent en France depuis un certain nombre d'années, qui sont installés, qui sont intégrés et qui décident de repartir sur le front à 23 et 24 ans, alors qu'ils ont déjà connu la guerre il y a quelques mois. Oui, c'est tout ça. Tous ces témoignages sont très impressionnants. D'abord parce que ils révèlent, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure avec Madame Berman, une grosse erreur de calcul de la part de Vladimir Poutine. Mais ce qui est important, c'est pour la suite, parce qu'à un moment, il y aura bientôt, j'espère, la paix et qu'il faudra vivre avec des relations avec la Russie. Ce qui est sûr, c'est que là, il y a une cassure très très profonde qui vient de se faire entre la Russie et l'Ukraine. On ne pourra pas prétendre que les deux pays vont fusionner en toute amitié, etc. Il y aura une coupure profonde. Et effectivement, on se posera la question de savoir où habite l'Ukraine d'après. D'abord, est-ce qu'elle peut habiter entièrement dans le camp de l'Union européenne, avec le Donbass, ou bien est-ce qu'il faudra sortir le Donbass pour qu'elle accède à long terme l'Union européenne, si elle y arrive mais il y aura une coupure profonde, je crois. L'idée que elle fasse partie d'une sphère d'influence pro-russe, c'était quand même l'objectif du Kremlin. C'était d'avoir une sorte de Biélorussie bis, un pays formellement indépendant, mais en fait dans la sphère d'influence russe, dans le marché commun russe qu'ils appellent la communauté des États indépendants, la CEI. Là, clairement, les Ukrainiens n'ont plus du tout envie de ça, du tout. Donc ils auront, je pense à la sortie, un statut de neutralité, mais le pouvoir d'attraction vers l'Occident sera très très fort. Et pour nous, Européens, il faudra qu'on trouve les modalités d'un statut adéquat. Un peu comme on a ce problème avec la Turquie, il faudra inventer un statut d'association très poussé avec l'Ukraine à long terme, pour garder un système de stabilité. Mais effectivement, la réponse à votre question, c'est cette interview de ce jeune homme-là et tout ce qu'on voit révèle une fracture très profonde. Et le sentiment national ukrainien de l'Ukraine indépendante depuis 30 ans, il est en train d'être paradoxalement concrétisé, cristallisé par Poutine et son invasion. Ce qui n'était pas nécessairement vrai avant. C'était plus compliqué que ça. Il y avait un mélange de population à l'intérieur d'Ukraine, pas mal de russophones, pas mal de Russes qui se sentaient encore russes. Là, je crois que en dehors des provinces du Donbass, qui sont occupées par les miliciens et par l'armée des Russes depuis 8 ans, le reste de l'Ukraine a divorcé cette fois-ci. Rapidement, Général Bruno Clermont, est-ce que l'Ukraine peut encore s'en sortir sur un plan militaire? On a vu que le conflit s'est, si je puis dire, quelque peu enlisé. Écoutez, évidemment, on souhaite tous qu'il y ait un conflit, une issue diplomatique rapide, mais il y a un autre scénario qui est le fait que, pour l'instant, Poutine n'a pas commencé sa guerre. C'est-à-dire qu'il est entré en douceur dans le pays, d'une manière assez étonnante, comme s'il ne voulait pas faire mal aux Ukrainiens et s'attirer le soutien de la population ukrainienne. Mais en réalité, ça ne marche pas. Donc, avant de passer à l'arme nucléaire, si vous permettez, il faut qu'il utilise ses moyens conventionnels. Il ne les a pas utilisés. Toutes ses meilleures forces sont en réserve.
Donc, et aujourd'hui, s'il négocie, il n'est pas en position de force. Pour être en position de force, pour négocier, il faut être en position de force. Donc, il faudrait qu'il lance une deuxième offensive dans laquelle il fasse très mal aux Ukrainiens. Et là, éventuellement, s'il veut une porte de sortie honorable, qu'il arrête des négociations et il y a différentes formes de négociations avec l'Ukraine pour trouver une solution d'entente. Mais on n'en est pas là. Hein. Je pense qu'on n'en est pas là. Donc, ce début de négociation, il ne faut pas s'emballer. Pour l'instant, c'est la guerre. Hein, et la négociation, elle est encore loin devant nous, la solution, je pense, diplomatique. Mais j'espère me tromper. Mais... Allez, vous restez avec nous tous les quatre. On continue cette édition spéciale sur CNews et sur Europe 1 dans un instant. À tout de suite.